Bonjour, j'ai troqué Micheline contre une balade ferroviaire inédite. Nous voilà à nouveau au bord de la Mare Nostrum, notre mer, comme disaient les Romains, la mer Méditerranée, du côté de Marseille, mais cette fois-ci, on va prolonger et sillonner la Côte Bleue. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair. Alors on parle beaucoup des calanques qui s'étirent à l'est jusqu'à Cassis, mais nous on a voulu voir ce qui se passait de l'autre côté, côté ouest, en allant jusqu'à l'embouchure de l'étang de Berre, ce que l'on appelle la Côte Bleue. La mer au ciel d'été. De la sortie de Marseille et son fameux quartier de l'Estac qui a inspiré tant de peintres jusqu'à Port-de-Bouc, aucune route n'ose sillonner le bord de mer. Il n'y a qu'un petit train dans lequel on se trouve, qui est vraiment un flanc de colline sur les rochers et qui nous permet de profiter de ce paysage magnifique. Un chapitre de nos carnets entièrement marins, oursins, poutargues, favouilles, tripes de thon, comme on les cuisinait autrefois, avec des recettes de pêcheurs. Vous allez voir que c'est un vrai morceau de l'histoire de cette région que l'on va vous offrir pour justement des recettes comme on les aime, qui sont anciennes, qui sont peut-être un peu menacées aussi de disparition et auxquelles on va essayer de donner une chance. Quit messing around with every man in town. If you want me, baby, you know I'll be around. Pour cette première étape de notre voyage sur la Côte Bleue, en l'occurrence la Côte Blanche, on va se faire plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que j'adore ça. On va déguster des oursins, si la mer le veut bien. La pêche à l'oursin est une pêche qui est extrêmement réglementée. Il y a des saisons de pêche, il y a des calibres évidemment en dessous desquels on ne peut pas pêcher les oursins. Et c'est une pêche qui est généralement réservée aux professionnels puisqu'elle se fait en bouteille. On peut la pratiquer en apnée pour les amateurs, mais là les quotas sont très restreints également. Heureusement, c'est pour préserver les ressources et pour éviter que l'espèce ne disparaissent, mais ça ne va pas nous empêcher d'en déguster quelques-uns avec modération. On est déjà arrivé au port, maintenant il va falloir trouver le bateau. Gérald! Ah tiens, là-bas, je crois que ça bouge. Il m'a dit bonnet rouge. Je vois un bonnet rouge. Bonjour Gérald! Bonjour. Ah, attendez, parce qu'en plus, un peu mal au dos. Bonjour. Bonjour Julie. Tu m'embrasses? Oui. Ah, le bonnet rouge, il y est. Hein. Ça, il m'avait dit bonnet rouge, il y a bonnet rouge. Hop, hop. Dis donc, ça ne devait pas être facile aujourd'hui en mer, Non, là. pas facile du tout. C'est pas des conditions idéales. Non. L'eau est froide, hein. Il fait froid dehors pour les trier. Et pour pêcher les oursins, c'est favorable ou c'est indifférent qu'il fasse beau ou pas? Bah, il vaut mieux qu'il fasse frais. Vous voulez pas qu'on se raconte tout ça à Oui, l'intérieur? oui, il vaut mieux. Et ouais. on les Surtout, emporte ou il pas? commence à neiger. Il n'existe pas de pêche industrielle de ces hérissons de mer. Elle se fait toujours à la main ou avec des bouteilles pour les pêcheurs professionnels. C'est le cas de Gérald qui, en tant qu'ancien scaphandrier, utilise son savoir-faire pour collecter ces fameux oursins, entre 3 à 12 mètres de profondeur dans les rochers et prairies sous-marines. Il y a une saison de pêche qui est très limitée. Normalement, c'est 6 mois. C'est du 1er novembre au 15 avril.
Et à l'intérieur de ces 6 mois, on ne peut pas pêcher tout le temps, du matin au soir. Non, on peut pêcher que de 8h à midi, C'est ça. tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Et on ne peut pas prendre plus qu'une certaine quantité. Non, ça, on n'est pas limité. Ah bon? Il y a pas- il y Je a pas de pensais qu'on limite. était limité Non, par non. pêcheur. Non, non, on n'est pas limité. Mais alors les oursins aujourd'hui ils sont un peu menacés parce qu'on m'a dit que c'était justement contrôlé parce qu'il y avait une raréfaction c'est vrai, des oursins Ben, qui c'est étaient... un peu dû au surpêche, braconnage, j'imagine, à la c'est ça. surpêche, dû aux oursinades. Alors les oursinades, tiens ça Là, m'intéresse que vous c'est- m'en parliez parce que c'est- c'est une tradition locale. C'est Carry-le-Rouet principalement les oursинades. C'était non Carry-le-Rouet, mais ça a pris une telle expansion qu'il faut de plus en plus d'oursins et ça plume le stock. Quoi. Mais comment vous faites pour fournir? Mais nous, on ne peut pas les fournir, justement. Le problème, c'est que ce sont les braconniers qui fournissent. Aïe, ah oui parce qu'ils savent Ou qu'il y a alors, une demande. ils sont importés d'Irlande, du Portugal, Ouais, c'est Espagne. un peu une aberration parce qu'on vient ici pour l'oursin qui est effectivement une denrée locale et en même temps on mange des oursins qui viennent Qui viennent. d'ailleurs. Vous êtes pêcheur d'oursins, uniquement d'oursins, vous Ah pêchez oui. rien d'autre. Non, 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 Ce- on pêche et pas tous les d'autres. pêcheurs d'oursins sont spécialisés. Non, non, non. En fait, on ne vit pas la pêche à l'oursin, parce que ça dure que 6 mois déjà. Donc il faut travailler les 6 Bien autres mois. sûr. Et vous faites quoi alors pendant la belle saison? L'archéologie. Des fouilles archéologiques Fouilles archéologiques. sous-marines. Ouais. Dans le Rhône. Mais dans le Rhône, il y a des oursins? Non, 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 dans le Rhône, il y a On des mélange pas. statues. Alors moi, j'ai toujours entendu parler de l'oursin violet de Méditerranée, disant que c'était le meilleur. Mais est-ce qu'il est vraiment violet? Non, il y en a des violets, il y en a des marrons, il y en a des noirs. Et pour vous, la couleur n'a pas du tout Ah non, d'influence non, sur non, la non, elle a pas qualité. d'importance. Mais il y en a quand même qui sont pas bons, je crois, non? Les noirs, Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas de langue ils n'ont rien d'oursin? dedans. Ils n'ont rien vides. dedans, ils sont Non, vides. ouais, ils sont vides. J'étais un peu surprise quand je suis arrivée sur votre bateau, j'ai vu 6 € la douzaine, c'est ça? Ouais. Vous les vendez quoi aux passants et les gens viennent les chercher au cul du bateau? Pendant que Particulier. Gérald plonge, c'est moi qui démarche. Vous gérez les commandes? Oui, Voilà. je gère les commandes. Ces langues, j'avais entendu dire que c'était les organes reproducteurs, Ouais, c'est ça, vrai? ouais. C'est les gonades, c'est Comment l'organe vous dites reproducteur. Des gonades. Les gonades. Ah, ça, je vais C'est pouvoir les- briller en société. Je vais dire, vous voulez des gonades? Je vous ai fait un petit œuf Non, brouillé à mais la c'est gonade. moins appétissant quand même. Et comment vous les consommez? Comment vous les mangez? Cru, nature, cuisiné? N'aime pas trop quand c'est cuisiné. Nous, on les préfère nature. Nature. Mais carrément à la petite cuillère, alors? À la petite cuillère ou au pain. Avec le pain, on ramasse la totalité, c'est-à-dire Ah oui, s'il y a les c'est ça. petits machins noirs, tout ça. C'est un peu Moi, dommage. personnellement, je préfère à la petite cuillère. Parce que tu sélectionnes les gonades. Voilà. Et d'ailleurs, ça se détache très facilement. Il paraît que les femelles sont meilleures. Un Bah, peu c'est plus toi qui le dis. sucré. Un peu plus sucré, un peu plus. C'est normal. C'est toi qui le dis, hein, moi j'ai rien dit. Oh, c'est gentil, merci. Oh, ça, c'est vraiment un mets de roi, ça. Hein. Voilà, j'en ai jamais mangé à la sortie du bateau comme ça. Alors, quelquefois, ils sont très sucrés, quelquefois, ils sont amers. Chaque oursin a C'est ça un qui est petit goût intéressant. différent. Tu as raison. Là, ils sont sucrés au contraire. Oui, Ils ils ont vraiment sont une longueur sucrés, de ouais. bouche. Ils sont noisеtés, sucrés à la fois. Bah, Tiens. hein, Ça, c'est le gardez-en mal. pour vous. Merci, ça c'est le mal. Ouais, c'est pour tu vois la différence. Ah, non, je plaisante. La fille qui met du féminisme à tout, tu Ouais, sais, il est parti à toute pris, là. occasion. Ah non, Ah oui. non, c'est vrai. Cela dit, tu as raison. C'est peut-être un peu plus iodé parce qu'il y a moins ce goût sucré, donc c'est normal Oui, que tu c'est sens moins plus sucré. le sel, mais c'est moins sucré. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que vous pensez que vous pourriez nous en avoir 3-4 par personne pour un banquet, un repas que je vais Oui, il organiser n'y a pas de problème. après mon voyage à Martigues? Oui, y a Ouais, pas de problème. c'est vrai. Oui, oui, Et vous allez vraiment avoir le courage de repartir en mer demain et tout? oui. Oui, on va en trouver, oui, il n'y a pas de souci. Eh ben, merci, hein. C'était une super expérience. Et puis, eh ben, rendez-vous demain. Allez, à demain. Salut les amis. Bon, alors on se retrouve au Touchous pour une fondue, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Allez, à demain. Aïe. Salut les amis, merci 1000 fois. À demain. À bientôt. Voilà, et je sais pas si Micheline va repartir. Hein. Heureusement pour Micheline, la neige s'est arrêtée de tomber. Mais je sens que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Jour de neige dans un grand pull qui me protège. Première neige, vertige en moi comme la neige. Nous voilà à La Couronne, à 10 km de Martigues, et on va rendre visite à Serge qui va nous cuisiner avec sa meute la galinette à sa façon. C'est un poisson, c'est un rouget grondin. Mais ici, on l'appelle galinette. Il la cuisine, je crois, assez simplement à la provençale, quoi. Ah, voilà, hop. Salut les chiens.
Bonjour Serge. Bonjour Julie. Ça va. C'est moi qui suis Enchanté. ralentie. Mais moi aussi. Alors attends. Je vous en prie. Oh, allez. Alors raconte-moi cette recette Serge. Alors, c'est une recette que je tiens de la grand-mère de mon épouse. Ah oui, c'est Donc, vraiment une recette Et familiale. c'est une recette familiale Yes. qui est originaire de Carreau, qui était de 1920. Alors ça, ce poisson, moi je l'appelle le rouget grondin, toi tu l'appelles la galinette. Oui, c'est C'est le le nom nom local. C'est comme le loup et le bar, quoi. un peu. Exactement. C'est totalement différent du rouget de roche. Ah, c'est complètement différent. Ça, hein. Oui, oui. Les grandes galinettes, on arrive à les faire au four avec des pommes de terre et des légumes, et c'est très bien avec. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle grondin? C'est un poisson, lorsqu'on le pêche, Ouais. qui émet un petit grognement, Ah oui, il gronde. qui gronde. Ah c'est drôle ça. Donc grondin. Alors là, Ouais. tu les as vidés. Alors ceux-là, je les ai déjà vidés. D'accord. Et qu'est-ce qu'on lui fait alors à cette galinette On va époilée? les faire revenir Ah, d'accord. dans de l'huile d'olive. Est-ce qu'ils vont gronder quand on va les poêler? Ils vont nous gronder, tu crois? Hop, non. Hop. Pendant que les poissons se colorent, nous nous occupons des oignons et de l'ail qu'il faut émincer, base aromatique commune aux recettes locales. Ça consiste en quoi ta sauce? Donc c'est une sauce à base d'oignons, Ouais. d'ail, Ouais. un petit peu de piment de Cayenne. Ouais. Ensuite, on va y rajouter du safran, de la tomate. C'est un classique provençal, quoi. Tu fais une sauce qui est quand même Exactement. d'inspiration Et très donc après, provençale. au niveau aromate, on met un bouquet à base de laurier, D'accord. cuisine méditerranéenne, Ouais. un bouquet de persil également avec. Julie, je vais sortir les galinettes. Ça y est, ça suffit? On va les réserver. Et c'est dans les sucs du poisson, avec un petit râpe d'huile d'olive, que nous faisons revenir nos oignons. Ça sent déjà bon. Je me fais une joie de ton plat. C'est vrai que tu manges rarement des rougets grondins. C'est souvent mélangé à d'autres poissons. C'est ça. Une fois fondu, l'ail trouve à son tour sa place dans la cocotte, tout comme le bouquet garni, le piment écrasé pour qu'il libère sa saveur, la purée de tomates et quelques tomates pelées. En saison, nous aurions utilisé des tomates fraîches évidemment. Mais aussi du safran, et là, Serge est généreux, 1 gramme. Enfin, nous ajoutons 2 verres de vin blanc et nous assaisonnons. Toi, quand tu poivres, tu poivres. Alors oui, c'est Piment, poivre, oui, faut que c'est ça ait un de la plat- gueule, quoi. C'est un plat qui mérite d'être un peu relevé. Un peu relevé. J'aime bien cet art de l'euphémisme, de la litote. On laisse mijoter? Ça part pour 1 heure et quart. Ça marche. On laisse mijoter, on laisse réduire. Pour faire gronder vos rougets à la méditerranéenne comme Serge, procurez-vous 2 galinettes, des rougets grondins de 600 grammes pièce environ, 3 oignons, 6 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier, un bouquet de persil, 1 gramme de safran, ou moins selon le porte-monnaie, 2 verres de vin blanc, une grosse boîte de tomates pelées, une bouteille de purée de tomates, 2 piments oiseaux et de l'huile d'olive. C'est au bout d'1 heure et quart que les poissons font leur retour dans la casserole, ainsi que les spaghettis, touche italienne héritée de l'histoire familiale de Serge. Eh ben dis donc, on n'a pas molli pour deux, hein, quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on ait un sacré appétit. Veux-tu te mettre là? C'est où tu veux. Eh ben alors, je prends volontiers le petit coussin. Allez, voilà. Alors, je vais te laisser au dernier moment Ah, il faut saupoudrer la ajouter une persillade. petite persillade. Tu peux ouais. tout mettre sur... Il manquait un peu d'ail. C'est super joli et très appétissant surtout. Et c'est parti. C'est important que les spaghettis mijotent bien dans la sauce. Exactement, là ils se sont gorgés. Merci beaucoup. Voilà. Magnifique. Tu me régales, comme on dit. Eh bien écoute, j'espère. Avant même d'avoir goûté, tu vois rien qu'à l'odeur. Et je dois dire que le safran colore joliment les pâtes. C'est particulièrement agréable. Ça manque Très pas de très bon. sel. Ah non, c'est un manque de rien. C'est délicieux. Tu sais que je découvre vraiment la chair de ce poisson parce que je l'ai souvent goûté plutôt en soupe ou en bouillabaisse où tu distingues pas forcément les poissons. Et je la trouve très fine. Hein. Elle se tient, elle s'effeuille, mais en même temps, elle a une saveur qui n'est pas dominée par la sauce. Non. Et très subtile, assez iodée. Tu sais, ça me fait penser un peu au merlan. C'est une chair très fine, savoureuse, mais évidemment, il y a des arêtes. Très très bon. Je suis au regret de te dire que tu es invité au banquet qui va clôturer le voyage. Et alors, du coup, j'aimerais bien que tu me refasses ces rougets qui grondent, Qui gronde. qui vont nous gronder tellement on les mange avec appétit. Pour une dizaine de personnes, c'est jouable. C'est pas une punition, hein. Au contraire. C'est vrai. Eh, comment on dit de chez nous? Ching. Il n'y a pas un petit truc un peu marseillais, non? Martigal. Martegao. Martegao.
Non. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go. Nous voilà repartis à Port-de-Bouc. Vous savez, c'est là où on était pour les oursins. Port-de-Bouc est à l'embouchure du canal de Caronte qui relie l'étang de Berre à la mer Méditerranée. Et on va parler pêche. À nouveau, ici, on ne parle que pêche. Oh non, Micheline, c'est pas son jour. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une pêche au poisson, et un poisson emblématique, essentiel dans l'économie et dans la gastronomie locale. Il s'agit du muge, du mulet, ici on l'appelle le muge. Alors, ça n'est pas la saison des œufs, puisqu'avec les œufs, on fait la fameuse poutargue, ça on en parlera plus tard. Mais on pêche le muge quand même, on pêche également le loup, comme on appelle le bar ici. Et c'est Raymond qui va nous parler de cette pêche un peu particulière, qu'on appelle pêche au câlin. Je parle un peu fort parce qu'il y a Micheline qui fait des siennes. Raymond est d'ailleurs pêcheur de père en fils, et c'est avec le filet de son père, le câlin de son père, qu'il continue de pêcher tout au long de l'année. C'est en famille que Raymond continue à pratiquer cette pêche ancestrale. Les calans ou câlins sont tendus sur le canal chaque jour et déploient ainsi leurs 80 mètres de long et 20 mètres de large, qui une fois immergés sous 8 à 10 mètres de profondeur sont remontés grâce à un treuil. Un système mécanique mis au point par le grand-père en 1928 sur le principe même des carrelets. Mon grand-père était pêcheur, hein, mon père, c'est le système D que mon grand-père a inventé. Les poissons qui traversent le chenal entre janvier et février se feraient un chemin pour justement aller frayer dans les eaux saumâtres de l'étang, avant de repartir vers la mer au printemps jusqu'à septembre. C'est à cette période d'ailleurs que les mulets sont pêchés, non plus seulement pour leur chair, mais aussi pour leurs œufs, transformés ensuite en poutargue. Les pêcheurs partent à la rame sur leur barquerolle pour récupérer les poissons pris au piège, alors que le filet est lentement levé. Ils sont ensuite triés à quai avant de partir chez les mareyeurs. Dans les années 1930 à 40, il paraît qu'il y avait 7 câlins. Donc actuellement, nous ne sommes plus que 2. Initialement, la place des filets était tirée au sort afin de ne pas pénaliser les familles moins bien situées. Et l'ordre était ainsi attribué chaque nouvelle année. Aujourd'hui, seulement 2 familles continuent de faire tourner les cabanons du chenal et de perpétuer une pêche d'un autre temps, dans un environnement totalement transformé. Ouvre la fenêtre, la porte dehors. Dis-le en manque, l'homme que j'adore est fou de moi. Au lieu de la pêche au muge, au mulet, Martigues et Port-de-Bouc sont les seuls endroits en France où l'on continue de fabriquer la poutargue. Alors la poutargue, c'est tout simplement les œufs de mulet qui sont prélevés à la saison de la ponte, donc plutôt en été, et qui sont ensuite salés et séchés. En l'occurrence, on va rencontrer 2 jeunes conserveurs, Frédéric et Lucie, qui se sont reconvertis par amour du travail artisanal et qui ont développé cette petite conserverie. En ce moment, la matière première provient de l'étranger, saisonnalité oblige, pour fabriquer ce caviar provençal, la boutargue, comme on l'appelle en France, mais poutargue en Provence. Nous les mettrons ensemble sur la mer. L'homme que j'adore est amoureux de moi. L'air n'a jamais senti aussi bon. Il va tout droit et je ris. Je t'ai soudain légère sous mes pieds. Aussitôt je sautais dans mon lit aujourd'hui. L'homme que j'adore est amoureux. L'homme que j'adore est amoureux. Oh, l'homme que j'adore est amoureux. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Lucie. Bonjour Frédéric. Eh bien, merci de m'accueillir. C'est nous, on est ravis. Faut vous trouver quand même, hein. On est bien cachés, c'est Vous vrai. n'êtes pas sur une artère touristique. Mais ça sent, en revanche, l'implantation par nécessité, j'imagine, un peu historique, parce que vous êtes sur le port. Exactement, on est sur un quai de pêche. Et ben voilà, et forcément, la poutargue. Mais je crois que vous ne faites pas que de la poutargue en plus. Et on fait également des anchois, puisque Port-de-Bouc était le plus grand port de pêche bleue de la région PACA. Il s'agit de la sardine et de l'anchois. D'accord. Mais là, on va se concentrer sur la poutargue. Vous m'emmenez voir? On est parti, Julie. Allez, ça se passe où alors? Contraints à certaines règles élémentaires d'hygiène, nous enfilons une tenue adaptée pour entrer dans l'antre de la poutargue, le laboratoire alimentaire.
Notre poutargue qui est travaillée de tradition Port-de-Bouquaine, elle est totalement déveinée. Et c'est vraiment une grosse différence par rapport aux autres poutargues que l'on trouve. Déveiné. Pourquoi? Il y a des veines dans la poche de... Exactement. Ce ne sont pas des nerfs, c'est comme le foie gras, donc ce sont des veines. Que ce soit du foie de canard ou du foie de l'autre, on a des veines. Ça va éviter au sang de se répandre dans la poche. De tacher les œufs. De tacher et surtout d'apporter une légère amertume que va avoir justement un œuf qui aurait toujours ses veines. Si on prend une poche, voilà, là on va avoir ce qu'on appelle une jambe. Et à l'intérieur, on a les œufs qui étaient dans le poisson. Là, on aurait la queue du poisson avec la sortie des œufs quand ils sont prêts et la tête du poisson. Donc à l'intérieur, on a vraiment les tout petits œufs. Si on prend, voilà, là on a... Ça, c'est un morceau de la queue, quoi, finalement. Exactement. Ça s'appelle le péco. L'étymologie du mot en soi, poutargue, ça veut dire œuf de poisson séché. Donc on peut faire de la poutargue avec tous les poissons qui ont des tout petits œufs. Donc on ne pourrait pas faire de la poutargue de truite ou de la poutargue de saumon parce que les œufs sont trop gros. Première des étapes, avant le déveinage, chaque poche d'œuf est salée avec un mélange de sel tenu secret. Cela nettoie la poche, mais surtout lui permet de commencer à se raffermir, le tout pendant un laps de temps, lui aussi tenu secret. La poutargue est le seul produit chez nous où on n'a pas de recette écrite. Il n'y a pas de transmission écrite de la recette. Je me souviens, lorsqu'on nous a transmis cette entreprise, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu vraiment cette exigence qui a été notifiée d'avoir une transmission orale. C'est l'œil et la main. C'est l'œil et la main. C'est très méditerranéen, ça aussi, d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Alors, les œufs sont salés, on ne sait pas combien de temps, mais ça, c'est votre secret. Et là, vous les avez rincés? Là, ils ont été rincés, voilà. Donc là, on l'a senti, hein, ils sont déjà plus fermes. Oui, mais en même temps, ils ne sont pas non plus hyper fermes. C'est-à-dire que le salage ne doit pas durer très longtemps. Ils perdent quand même une bonne quantité d'eau. Ouais. Entre le moment où elle va sortir du poisson et le moment où elle va sortir du séchoir, elle perd à peu près 40% de son poids. Ah, d'accord. Une dizaine d'heures. Du coup, on va au bloc. Et c'est ça. C'est ça. C'est la deuxième étape. Là, on voit bien les veines. C'est vrai que le but, c'est vraiment d'ôter, vous voyez la veine là, hein, sans percer la poche, parce que si on la perce, vous avez des petits œufs qui vont ensuite se répandre. Et au séchage, ça se voit. Et en fait, après, quand on la coupe en tranches, ça s'effrite. Je peux essayer aussi? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Il y a un côté foie gras un peu quand même. Hein. On ouvre les deux lobes. Alors, comment avez-vous fait au début? Je me souviens plus. Vous êtes je suis passée dessous, vraiment, on se glisse. Comme ça? Alors déjà, on peut, oui. Sur le haut, mais là, ça va permettre de la travailler plus facilement. Voilà. C'est bon. J'ai pas ouvert là? Non, ça va. Mais ça m'étonne que vous utilisiez des ciseaux aussi gros. Vous voulez pas plutôt prendre une pince à épiler? Je crois qu'elle est bonne à mettre à la poubelle, non? Je l'ai pas transpercée? Ah! Non, c'est ça? Non, je crois que j'ai ouvert toute la poche. Ça peut être une technique aussi. C'est pas grave. Celle-là, on vous la laisse, Julie. Hein, on la fera sécher, ce sera la vôtre. Hein, J'espère que vous n'êtes pas à une près, parce que là, je crois que... Oh là là, non, mais c'est une catastrophe. Non, mais attendez, c'est terrible. Bon, c'est récupérable, on peut mettre du scotch. On va travailler dessus. Et en ce qui me concerne, plantade intégrale. On a vu le salage. On a vu là maintenant le déveinage et il y a encore une autre étape, il y a le formage où on va vraiment lui donner une forme bien particulière. Le but de l'aplatir, ça va être vraiment d'essayer de répartir les œufs à l'intérieur de la poche pour lui donner une uniformité au niveau de l'épaisseur. Et ensuite, vous allez la faire sécher combien de temps? Il faut compter plusieurs semaines. Eh bien, on va les tâter, hein, en fait, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Hein. C'est vraiment très artisanal. C'est très artisanal. Hein. Voilà, donc quand on s'approche du séchoir, on commence déjà à sentir l'odeur un peu plus forte de la poutargue. Et alors quand on rentre, là on sent vraiment l'odeur. Oui, là c'est fait. Donc radiateur et ventilateur. Contrôle de température, d'humidité. Ça aussi, ça fait partie de la recette maison, parce que j'imagine que chacun travaille à sa façon. Même le séchoir, il est vraiment artisanal. Une des particularités de la poutargue, c'est que c'est vrai qu'elle va sécher à l'abri de la lumière. Celle-là, elle a été faite il y a déjà plusieurs jours. Elle n'est pas terminée pour autant, d'accord. Là, elle est en train de sécher. Elle est beaucoup plus rigide, voilà, effectivement. L'analogie avec le fromage vient très spontanément à l'esprit. Hein. En odeur, pas trop. Non. C'est une odeur très caractéristique. C'est pas une odeur de poisson véritablement. C'est ça. On sent que c'est un produit de la mer, mais c'est pas. Il y a rien de poissonneux. C'est plus subtil que ça. Voilà. C'est bon, celle-là, elle est bonne? Poutargue qui est prête à manger là. Ah, tu l'as senti comme ça à l'œil et au toucher. Ouais, on sent. Je peux toucher? Bien sûr. On sent. Ah oui, là, elle est effectivement vraiment rigide. Pas complètement. Voilà, Elle pas reste complètement souple, non pas plus, qu'elle soit exactement. trop sèche. C'est ça. Et ça, par exemple, une poche comme celle-là, ça coûte quoi à peu À près? peu près entre 18 et 25 euros. En fonction La du jambe, poids. en fonction du poids. Voilà ce que ça vaut.
Mais je me fais rouler dans la farine. Direct au producteur. Non, mais voilà, c'est que ça, là, parce on que- est en direct du fabricant. Parce que c'est hein. quand même, enfin moi en tout cas, celle que j'achète chez mon poissonnier, qui d'ailleurs souvent est entourée de paraffine, ce qui est la preuve, je suppose, qu'elle provient d'un pays étranger, elle est beaucoup plus chère. C'est que la vraie poutargue Martégal ou Port-de-Boucane n'a jamais eu de paraffine. Donc il faut arrêter d'acheter la poutargue avec de la paraffine. C'est simplement pour la conserver, pour l'exporter, pour lui permettre de voyager. sans Exactement. s'altérer. Bon alors, on les emporte? Donc le fait de les mettre dans ces poches plastiques sous vide, ça va arrêter le séchage, hein, puisqu'en fait on va enlever l'air. D'accord. Et là ça se Et garde après, ça se conserve 6 mois. Voilà. On la garde 6 mois. Alors nous on conseille le bac à légumes du réfrigérateur, mais on a des tests en laboratoire qui nous montrent qu'on peut la garder à température ambiante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la poutargue est un produit qui est photosensible, qui va réagir à la lumière. Donc c'est pour ça que dans le séchoir il faisait tout noir. Si on la laissait à la lumière, elle foncerait. Donc une D'accord, semaine mais- de lumière, elle peut Mais devenir beaucoup plus foncée. son goût serait pas altéré pour autant. Mais pour que nos papilles fassent connaissance avec la poutargue, il faudra attendre demain pour notre pique-nique de copains dans le cabanon de pêcheurs au pied de l'étang de Bolmont. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. D'un port à l'autre, en tout cas sur la côte bleue, il n'y a qu'un pas et l'on va quitter Port-de-Bouc pour rejoindre Carreau. Port-de-Bouc, c'était la pêche aux muges et Carreau, c'est un temple de la pêche au thon. C'était un des plus grands portonniers de France. Aujourd'hui, ce thon rouge de Méditerranée est protégé. On ne pêche plus qu'à la ligne, donc beaucoup de cette pêche a disparu. Et c'est Jocelyne, qui est nièce de pêcheur, femme de pêcheur, qui va nous cuisiner un mets que les pêcheurs gardaient pour eux parce qu'ils n'avaient pas de valeur commerciale, les tripes de thon. Nous voilà donc partis pour savourer les tripes de thon. Est-ce une bonne nouvelle? Nous le saurons au prochain épisode, si Micheline veut bien nous y emmener. In our Sam, I said, hey, what's going on? Tous aux abris! Bonjour Yasmine. Comment ça va? Ça va bien. Mieux que le thon? Oui, ça c'est sûr. Voilà. Oh, dis donc, tu as sorti des photos de pêche. Et ça, justement, en photo, c'est le grand-père de mon mari. Ah, qui Et était donc, pêcheur de thon. C'était au milieu du siècle dernier, ça. Hein. Donc, Et en il reste quand même les tripes. Heureusement, on a conservé ça. Tu vas Voilà. montrer ça. Alors voilà une tripe. Ouh là là. Ouh Ah là oui, là. c'est de la... Mais c'est Voilà. quoi d'ailleurs? C'est pas des boyaux, ça? Non, c'est l'estomac. Alors en fait, oui. il est fermé comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Donc tu le vides et puis... On l'ouvre, on tu lève le tout ce nettoies. qu'il y a dedans. Voilà. On le rince bien. D'accord. Ça sent pas tellement fort, hein? Ben non, parce que là, c'est Ça a été brossé bien- deux bien fois. vinaigré aussi, j'imagine. Voilà, un gros travail de nettoyage. Et Voilà. c'est un plat que tu as hérité de qui? C'est un plat familial? Et mon oncle en faisait déjà, voilà. Et ensuite, bon, comme je me suis mariée avec un pêcheur, ben, la tradition, voilà, ça c'est... Mais pourquoi les tripes de thon? C'était la partie qui n'était pas commercialisable? À cette époque, pour vendre les thons, il fallait les vider parce qu'ils n'avaient aucun moyen de les conserver. Et toutes ces tripes, ils les jetaient. Donc un jour, les femmes, elles ont dit, bon, mais on va essayer de faire la tripe de thon. Bien sûr. Et c'est resté C'est un plat local. un peu, voilà, très local. Parce que dans la région, on pêchait beaucoup de thon On rouge. pêchait que ça. Caro était renommée, c'est ce qui a fait la renommée du village. Tu me montres alors? Allez, on y va. Et le Donc, plus voilà. difficile dans la recette, ça va être de trouver l'estomac de thon. Et la tronche de votre poissonnier, quand vous allez arriver en disant « Je voudrais des estomacs de thon », il va être un petit peu Il embarrassé. va être un peu, oui, un Mais petit peu embêté il faut parce que lancer ça... la mode. Aujourd'hui, c'est vrai que la pêche du thon rouge est très, très, très réglementée. Oui, Mais on le pêche encore, mais plus comme avant. Là, on va mettre une casserole d'eau à chauffer un petit peu, du sel, oui, ouais. du laurier. Et ensuite, on va mettre nos tripes à bouillir pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Ah oui. Il faut faire roussir de l'oignon. Tu veux les émincer, les hacher? Qu'est-ce Les qu'il faut que je hacher, fasse? les hacher. Hop là. Le persil du jardin aussi. hein. Ah, s'il te plaît.
ce plat qui est devenu un plat familial, j'imagine, est-ce qu'il il rebute pas un peu les enfants ou ceux qui sont étrangers à la région? Si. Si, C'est quand pour ça que ça se perd. Et oui, bien sûr. Dès qu'elle commence à prendre chaleur, elle commence à se recroqueviller, à se reformer en cône, vous voyez. Ah oui, et puis elle change de couleur aussi. Elle fonce. Et là, ça commence à sentir un petit peu le thon, justement. C'est bon, là, tu crois? Voilà, je pense que c'est bon. Donc on va... On les égoutte? Les égoutter, voilà. Hop là, attention à toi. Ça sent bon le laurier quand même. Hein. Ça sent bon, ouais, jusque-là. Jusque-là, tout laurier. va bien. Ah, là, c'est sûr que ça se complique quand même. D'un point de vue du physique, c'est pas l'atout principal de la recette. Ben là, en fait, elle s'est refermée en fait, à la forme initiale. D'accord. Il y a un côté vieux champignon ou aubergine un peu passé. Si les bonnes choses étaient jolies, ça se saurait. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va les couper, non? On les coupe. Alors. Voilà. Ouais. Ah, je pourrais dire que j'ai mangé ça une fois dans ma vie, quand même, tu vois. Ah, ça brûle. Et maintenant, on va les mettre à roussir. Ouais. Maintenant, on va mettre du vin. On va les couvrir de vin. Du vin. On va faire un peu évaporer le vin. Et après, on mettra... Ah, c'est de la purée de tomates. Voilà. Pendant que le vin s'évapore, j'en profite pour prendre en note cette étonnante recette. Pour transformer des tripes de thon à la façon de Jocelyne, essayez de vous procurer, chez votre poissonnier, 4 tripes de thon, l'estomac, ajoutez un oignon, 2 gousses d'ail, 2 brins de persil, 2 feuilles de laurier, 3/4 de bouteille de vin rouge, 350 g de coulis de tomates et quelques graines de fenouil. Une fois la tomate ajoutée, comptez encore 1 heure de mijotage. Ah, il y a de la visite. Oui, ça doit être mon mari. Ah, bonsoir Julie. Eh, bon. Voilà, mon mari, Patrick. Bonsoir Julie. Patrick, le pêcheur. Exact. Voilà. Alors Voilà. vous y connaissez aussi en thon, hein? Ben oui, Pas un que peu, côté ouais. cuisine. Ah non, moi c'est côté à la mer. C'est côté nature. Voilà. Et j'ai fait connaissance avec le grand-père. Ah ouais. Incroyable, elle est belle cette photo, hein? Pépé dis donc. Popeye, voilà. Pépé Popeye. Alors vous êtes vraiment pêcheur de père en fils dans la C'est famille? ça, ouais. Et tous pêcheurs de thon? Eh oui. Un Et carreau. oui, ça paraît une évidence. Eh oui, oui, un carreau. Mais comment vous faites maintenant? Parce que le thon se pêche à la ligne, il y a des quotas quand même très Eh bien, on prend des lignes. restrictifs. Vous On prenez prend des lignes, tout simplement, on enraye les filets. C'est un peu raide parce qu'on n'a jamais mis les populations de thon en danger. Bah alors pourquoi ils ont pris ces mesures? Eh bien, parce que nous, les petits pêcheurs côtiers, on est passé dans la moulinette des grands industriels. Les grands industriels, ils sont encore là, mais nous, on est morts. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, et dis donc, ça nous empêche pas de manger des tripes de thon, tout à ça. fait, Hein, il y a je moins de passe thon, mais il y a régaler. toujours des tripes. Alors moi, je prends la daube. Et je dis la daube parce que c'est une daubière, ça, quand même, non? Non, non. La daubière, c'est plus étroit et plus haut. D'accord. Le pêcheur, où veut-il s'installer? Le président, il va le président. Ah bah comme ça, au moins, c'est clair. Non, mais t'as raison, il y a des moments où il faut être tranché dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut. T'as raison, pas de chéchine. Hop là. Et c'est quand même vraiment la première fois que je goûte ça. Hein. Non, ça ira. C'est particulier. Et ça, cela dit, Jocelyne, ça sent très bon. Alors, ça baisse quoi? Bah, c'est assez ferme en texture, pas trop, ça se mange. Et le goût est bon. C'est dommage de jeter à la mer. Hein. Bah ouais, je suis Ou à la d'accord. poubelle. Non, je suis d'accord. Voilà. Bah non, c'est bon. C'est bon. Franchement, c'est très bien cuit, très bien assaisonné. T'es presque dans un goût de viande. Alors, est-ce que par hasard, toi qui vas à la pêche au thon régulièrement, tu penses que tu as une chance de pêcher des thons, là, dans les jours qui viennent? Non. Ah bon, je suis un peu embêtée. Du coup, comment t'as obtenu les tripes de thon, là? Eh bien, elles sont de cet été qu'on a les a congelées. Hein. Ah, c'est ça. Voilà. Mais il en reste. Ben oui, ben on les a gardées, on les met de côté. Hein. Il faut quand même qu'on arrive à cuisiner ou même juste un petit peu plus, tu vois, à avoir un beau plat de tripes de thon, parce qu'on va organiser un repas à Châteauneuf de Martigues avec tous les gens que j'aurai rencontrés. Et je pense qu'ils seraient très intéressés par l'idée de goûter ce plat, qui est quand même assez unique. Mais on va fouiller au fond du congélateur, je vois qu'on va les trouver. Waouh, bah voilà. Eh ben merci. Il va falloir que j'arrive à convaincre Micheline de redémarrer maintenant. Hein. Il y a 10 cm de neige dehors, non? Ah. Ça va être Dit-elle. la surprise. Bonne route. Allez, santé. Santé, oui, oui, santé. santé. If the stars were mine, I'd give them all to you.
I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I'd put those stars right in a jar and give them all to you. Sors, il y a tant de choses à voir dehors. Nous voilà partis pour Aubagne, et là on met le cap à l'est. Alors Aubagne, c'est une ville qui possède une longue tradition de céramique, et c'est dans l'une de ces maisons de poterie où l'on fabrique à la fois des assiettes, des pots pour les jardins, des ustensiles de cuisine. Une maison où le savoir-faire s'est transmis de génération en génération. C'est d'ailleurs la 5e génération. Ce sont des femmes, Julie et Marion, qui dirigent la maison et qui vont nous expliquer quelques-uns de leurs secrets de fabrication. Ils possèdent même leur carrière d'ailleurs. Friday is great and it's hard to believe. Saturday can be so great. I feel each day I can live a dream, or I could die every night. Oh, oh. Everything and everything, everything and Il y a 2000 ans a commencé dans ce foyer argileux la grande aventure de la céramique. Une centaine de maisons y contribuaient largement encore au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, la famille Ravel est l'une des dernières à tourner dans les règles de l'art grâce aux deux sœurs Julie et Marion. Nous cherchons toujours dans les techniques de travail à garder la main de l'homme, qui fait vraiment le charme de nos produits. Nous conservons, et nous avons, je pense, bien fait de conserver l'atout artisanal. Et de l'argile jusqu'au produit fini, tout est touché, fabriqué main, cuit main, etc. Leur particularité est de fabriquer eux-mêmes la matière première à partir de leur propre carrière et ainsi donner vie à des terres cuites dont l'atout essentiel en cuisine est de garder la chaleur et de permettre aux aliments de mijoter lentement. Pratiquement tous les plats de cuisson que nous retrouvons encore sur le marché sont et ont toujours été en argile, puisque l'argile est un des premiers matériaux que l'homme a travaillé comme ustensile de cuisson, de présentation, etc. Chaque région a ses spécialités. En Provence, en plat, en terre, bien sûr, quand on travaille le poêlon, notamment pour les pieds paquets, on travaille la daubière pour l'adobe, on peut travailler les terrines, on peut travailler bien sûr tout ce qui est salade, saladier, salade de présentation. Et puis bien sûr, on n'est pas loin de Marseille, donc la fameuse bouillabaisse avec le service à bouillabaisse, la soupière à bouillabaisse, ça c'est les grands axes de plats culinaires qui existent depuis des centaines d'années et qu'on continue à faire ici à la poterie. Les jarres en terre cuite qu'on retrouve dans les jardins en Provence, en Méditerranée, étaient autrefois dans nos caves ou derrière, en arrière-cuisine, puisque c'était des contenants alimentaires. Donc on y stockait des farines, des céréales, des huiles, et on émaillait l'intérieur de la jarre. Aujourd'hui, on retrouve en Méditerranée beaucoup de ces jarres qui sont maintenant avec des fleurs, des arbres, etc., mais qui sont autrefois des articles culinaires puisqu'ils contribuaient à stocker nos aliments. Une centaine de moulages est réalisée chaque jour, puis soumise au même rituel. Gratté, daté, signé, séché, assemblé et cuit, voire cuit une seconde fois s'ils sont émaillés. Laissons nos céramistes à leur ouvrage, nous retrouverons Julie, la seconde sœur, d'ici quelques heures. Elle m'a fait la promesse de décorer notre table de banquet de sa vaisselle. Au revoir Aubagne, ville natale de Marcel Pagnol. What you say? Après les oursins, après le muge, après le thon, la pêche aux anguilles. C'est Jonathan qui est pêcheur professionnel d'anguilles sur l'étang de Berre, qui lorsqu'il relève ses filets pour pêcher ses anguilles, trouve souvent des petits crabes, vous savez, qui sont coincés dans les mailles du filet, les fameuses favouilles dont on fait des soupes et des bisques. Alors lui n'en a pas l'usage, il les donne à son ami Richard, qui paraît-il est le spécialiste de la soupe aux favouilles. Alors Richard va nous enseigner les règles de la soupe aux favouilles, il va nous la cuisiner, et c'est là où on a de la chance, non seulement il nous la cuisine, mais en plus il nous accueille pour célébrer notre banquet dans son cabanon. Franchement, une tradition on ne peut plus locale.
Et c'est là qu'on va réunir tous les copains autour de toutes les spécialités maritimes qu'on aura savourées pendant ce voyage. Bonjour Jonathan. Bonjour. Ah bah tiens, justement, t'es en train de sortir les favouilles. Salut. C'est ça. Attends, ça va, la Oui. pêche a été bonne? Ça va, il y a ce qu'il faut. Alors il y a ce qu'il faut en favouille, je vois, mais il y a ce qu'il faut en anguille aussi, parce que toi tu sors pour les anguilles surtout, C'est non? ça. C'est ça. Ça, ce sont des petits crabes qui muent à un moment de la saison. C'est ça. À quelle époque muent-ils? Une fois au mois de septembre et une fois au mois de juin. D'accord, et là ils ont la carapace toute molle à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Là, ils sont tout durs. Et ce serait bon en beignet. Et là ils sont durs, donc c'est plutôt la soupe. Ces favouilles, tu vas les donner à Richard pour sa soupe? C'est ça. Ah bah il y a de quoi faire là. Ouais. Toi tu les cuisines pas, tu les vends pas non plus. Ça n'a pas de valeur commerciale? Ça, oui, c'est une valeur Si, mais commerciale pas pour les beaucoup, connaisseurs, sur le marché, aux particuliers. Il faut avoir un réseau quoi. Voilà, simplement. Toi tu Après, préfères les donner aux copains? Oui, aux copains, voilà, ceux qui demandent, la famille un peu. On peut faire le riz au crabe, la soupe de favouille. Ah, le riz au crabe, ça Aussi, je ouais. connais pas. Ben, on va amener ça à Richard après. Eh bah ouais, tu seras avec nous pour la soupe aux favouilles. Bien sûr. Ah, c'est gentil. Bon, eh ben on se retrouve chez Richard alors. Pas de souci. Allez, ça marche. Allez, à tout ok. à l'heure. À tout à l'heure. Salut, Allez, merci. À tout à l'heure. toutes. Elle a dit justement, c'est ce que je voudrais savoir. J'ai dit, viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur. C'est un mauvais rêve, oublie-le. Chacun son moyen de locomotion. Moi, c'est à bord de Micheline, peut-être moins rapide, que je rejoins notre ancien boulanger, Richard, dans son cabanon hérité de son père pêcheur. Bonjour Julie. Salut Richard. Attends. Bienvenue au cabanon. Ben merci, c'est un bel endroit, dis donc. Oui. Oh là là, là tu es vraiment seul au monde, hein. C'est magnifique. C'est un cabanon familial? Oui, de mon père d'origine. Ah oui? Où il était pêcheur donc. Et puis j'ai voulu reprendre, refaire vivre l'activité. Et alors ici, qu'est-ce qu'on peut espérer pêcher dans cet étang? Principalement l'anguille, spécialité du lieu, quoi, de l'étang. Ensuite, ce qu'on appelle le muge, qui est le mulet. Avec lequel on fait la poutarde, on va en poutarde. goûter d'ailleurs. Il y a du bar aussi. Ouais. Il y avait de tout. Il y avait du poisson de roche. Et si on remonte dans le temps de mon enfance, donc, on trouvait des oursins, on trouvait des moules, on trouvait des palourdes. On pêchait du petit poisson de roche. Là, je parle d'avant. Ben, attends, c'est assez ancien. Et les favouilles, est-ce qu'il te les a déposées? Les favouilles, justement, elles sont en train de tremper. Ah, il faut les tremper? Ben, je les lave en premier temps. On va les sortir. Hein. Moi, c'est une recette que j'ai dû faire mon père, ma mère. Quand mon père arrivait avec son bateau, Et il y avait toujours des petits crabes dans il y avait dans les toujours filets, des quoi. crabes dans les filets, c'est ça. Et ben, j'ai refait les gestes que faisait mon père. Exactement, ouais, vraiment à l'identique. Oui, je crois. Ah, tu les fais dorer comme ça, sec? Je les tue. Oh, c'est cruel ça, parce que c'est à petit feu. Tu veux pas les jeter dans l'eau bouillante? Non, ça Pour moi, marche ça pas comme n'aura ça. peut-être pas le même goût. Ah, ça Je n'a ne pas sais le pas. même goût. Oh, c'est moche. Une technique un peu barbare, mais efficace et traditionnelle. Et pour écourter tout cela, Richard prend tout de même la peine de recouvrir la marmite. Passons à un peu plus de douceur, et une fois équipé d'un tablier, je prête main forte pour émincer les oignons et les poireaux. Même le poireau, ça fait pleurer, hein? Voilà. Allez, c'est bon aussi. Ah oui. Après, ça devient Qu'est-ce quelque qu'il chose. faut? Bonjour. Ah, bonjour Serge. Oh là là, t'es venu avec ta marmite et tout, c'est sympa. Et bonjour Julie. Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour. Bienvenue au cabanon. Vous avez trouvé sans mal? Sans mal. Parce que c'est un peu planqué quand même. C'est hein. Allez, bien on va planqué. regarder ça au chaud. Ouais, c'est le principe. Ah, merci, super.
Eh bien, écoutez, Bonjour, voilà. monsieur, bonjour. Alors, je vous présente Bonjour, je me Julie, fais la bise. voilà, qui dirige Bienvenue. une entreprise familiale centenaire qui fait de la poterie magnifique. Mais pas que des poteries d'ailleurs. Hein. Mais pas que ça, on fait aussi de la vaisselle. Et c'est avec plaisir que j'ai amené donc, de la vaisselle pour qu'on puisse super sympa. manger dans nos assiettes. De la vaisselle nos traditionnelle alors. De la vaisselle traditionnelle, On va les mettre en provençale, valeur. hésité depuis bien longtemps. Mais est-ce Voilà. qu'il y a des assiettes creuses? Parce que, attention, Tout la à soupe fait, de favouille. Voilà. tout à fait. Oui. On a tout prévu. Bon, ben génial. Oui. Eh ben, vous savez quoi? On vous laisse mettre la table pendant qu'on Allez, c'est cuisine. parti. Allons-y. Merci. Bon, là, c'est cuit, là. Ils sont Là, bien rosés, là. Je le prends. Ça, vas-y. Un peu de ma porte. Boulanger. D'accord. Boulanger, c'est vrai que c'est plus des mains que tu as. Hein. C'est des Donc pâtes maintenant, d'ours. on va les écraser. Ça, c'est pour faire sortir le sucre, quoi. C'est ça, hein? Ah, pardon. C'est pas grave. Allez, risque du métier. Ah! Allez, on met du poireau. Allez, hop, on met les poireaux. Et on remet tout ça sur le feu. Nous ajoutons maintenant de la sauce tomate, autre base commune à toutes les recettes découvertes sur la Côte Bleue. J'ai compris qu'il fallait faire du bruit pour faire de la bonne cuisine ici. On a bien commencé. Puis nous versons l'eau 4 litres, tant pour tant que les crabes. Et petite touche secrète de Richard, il enrichit le plat avec de tout petits poissons, des cabassons, comme on dit là-bas. C'est un peu comme les perlans, quoi. C'est ça, oui. Nous, on appelle ça le cabasson ou le mange-tout. C'est pour donner du goût. Oui, Ça, c'est vraiment ta touche perso. Voilà. Nous couvrons et portons la mixture à ébullition durant 45 minutes. Profitons-en pour donner un petit coup de main pour dresser la table. Et avant que tout le monde n'arrive, je prends le temps de noter la recette de la soupe de favouille de Richard, pour laquelle il nous faut 4 kg de petits crabes, 2 oignons, 4 poireaux, 50 centilitres de coulis de tomates, 4 doses de spigole, un mélange de safran et d'épices, 4 litres d'eau, et pour confectionner l'aioli maison qui relèvera cette soupe, de l'ail haché, une cuillerée à soupe de moutarde, un jaune d'œuf, du sel, le tout monté à l'huile d'arachide. Et n'oublions pas les croûtons de pain et le fromage râpé. Ouh là là, je vais reprendre mon tablier, moi. Hein. Vaut mieux. Je sens le coup. Vas-y. Hop. Voilà. Et maintenant, tu vas passer ça au chinois, c'est ça. Tout ça. La soupe va cuire de nouveau 1 heure avec les épices, ce qui fait arriver nos amis pour notre grande régalade aux saveurs de la mer. Bonjour Gérald. Gérald et Avril, les pêcheurs d'oursins. Vous nous avez régalé encore. Bonjour. Et Frédéric, le spécialiste de la poutargue port-de-boucaise. Salut Jocelyne. Laure emboîte le pas, Jocelyne et Patrick, les amateurs de tripes de thon. Puis Jonathan, notre pêcheur d'anguilles et de favouilles. Moi, je l'aurais pas faite comme ça, je la coupe plutôt sur une. Ah bah oui, mais moi je fais avec les moyens du bord, hein, tu sais, comme les pêcheurs, quoi. Déjà, tu coupes les deux brèches en même temps. Ah, ça se fait pas? Et voilà. Ah bon, il faut faire comme ça. Voilà. Mais vous me dites pas, moi. Bon, dis donc, vous n'avez pas molli sur les apéros, là. L'anguille fumée, ça, je sais pas ce que c'est. Les mêlées, qu'est-ce que c'est les mêlées? C'est des tout petits anchois qu'on va laisser faisander. Et ça, Ah, souvent, mais faisandé, fermenté dans du sel ou? on les laisse fermenter. Hein, Ah oui, c'est ça. Puis une fois qu'il est faisandé, on va le broyer entier avec du fenouil, du laurier, du poivre et de l'huile d'olive. Puis on mange Ouais. un petit toast grillé, je pense. Mais chacun va se faire son petit toast. Mais... On les met où les oursins? Mais... On va mettre un... Ah, les oursins, on avait oublié les plateau. oursins. Ah, pardon, vas-y. Alors, ça se mange avec le pain ou ça se mange avec la cuillère? Avec du pain. Avec du pain. Mais alors, d'ailleurs, c'est pas évident de trouver la place de la poutargue dans le repas parce que c'est quand même très puissant. Est-ce qu'on a eu raison de le manger au début du repas? Pas forcément. Non, il valait mieux manger les oursins avant. Bah ouais. à mon avis. Ouais. Mais ça fait rien. Mais cela dit, Ouais, ils ont tellement... Mais ils ont du goût quand même. Hein. Merci. Et là, au bagne, alors? Parce que la gastronomie est différente. Complètement. On est plus sur le légume, la cuisine du légume. Oui. Rien à voir. La Provence de l'intérieur. Oui. Alors, du coup, c'est un voyage qu'on t'a proposé, là. Bah là, je suis contente de payser. Et Aubagne, c'est la patrie de Marcel Pagnol. C'est un natif d'Aubagne. C'est un natif de Bagne, tout à fait. Oui, j'ai appris même que dans les années 30, je crois, Marcel Pagnol avait fait des studios de cinéma à Aubagne, c'est vrai ça? Exactement, il y a des choses qu'on peut toujours voir, il y a des vestiges de ces Ah oui. studios-là. Il faut aller un peu gambader dans les collines et on se c'est réimprègne de cette ambiance des films de Marcel Pagnol. Il paraît qu'il les a détruits lui-même pendant la guerre pour ne pas être obligé, par les Allemands, de tourner des films de propagande. C'est tout à fait possible et je pense que c'est pas le seul à avoir fait ce genre de choses. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se Pardon, passe? Julie. Oui. Oh, magnifique. La soupe de favouille. Soupe de favouille de Richard. Waouh. Donnez-moi vos assiettes pour que je vous serve la soupe. Richard, il l'a bien mérité. Alors ça se mange avec de l'aioli,
et avec du fromage pour ceux qui veulent. Hein. Ah, tu le mets sur le crouton. Ah, il y a un rituel. Hein. Alors, cette soupe de favouille, comment vous la trouvez? Excellent. Excellent. C'est vrai? C'est très subtil comme goût. Hein. Les tripes de Jojo. De terre. On va servir les dames. Là, les tripes de thon, c'est quelque chose pour moi de nouveau et dont j'ai pas entendu parler. Et oui, c'est les anciens qui connaissent ça. Moi, j'ai été initié justement par la grand-mère de mon épouse qui faisait aussi, qui cuisinait Ah oui, c'est vrai, la tripe de thon. Tripe de thon. Pareil. Et oui, c'était les femmes de pêcheurs. C'était un peu aussi par nécessité. Hein. À l'époque, c'était compliqué. Il fallait joindre dans les deux bouts. C'est ça, c'était un peu le cochon de la mer, quoi. Voilà. Oh là là, la galinette. Attention. Hein. La galinette, voilà, c'est mon poisson préféré, je crois. Encore une fois, attention aux arêtes. Hein. Ouais. Oui, t'as raison. Mais qu'est-ce que c'est bon, hein. Délicieux ce poisson. Hein. C'est très bon, félicitations. Merci. Bon les amis, j'ai l'impression que les spécialités sucrées sont pas forcément le point fort de la région. Mais comme vous aimez les oursins, c'est un peu la fierté locale, j'ai décidé de vous en faire manger jusqu'au dessert. Et ça, ce sont les perles de l'étang. Alors l'étang de Berre, c'est farci aux favouilles ou à l'anguille, je sais pas. Et ça, ce sont des tomates. Tout ça est symbolique de la Provence. Et alors, il faut goûter pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais a priori, il n'y a que du bon. Hein. Ça, c'est pas les oursins de Gérald. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, bah, nous, on va retourner au bercail. Mais je dois dire que ça serait bien ici. En tout cas, on n'a pas eu de soleil, mais on a eu de la bonne humeur. On a eu de la gaieté, de la générosité, on a eu l'accent, et ça va nous manquer. On va repartir quand même, en tout cas pour moi, avec plein de boutargues dans les poches parce que j'adore ça. Pas d'oursin en revanche. Et puis surtout, on va essayer de continuer, de valoriser et de mettre en avant ces gens qui essayent de préserver leurs traditions, leur savoir-faire, de les transmettre aux générations suivantes et d'essayer de se retrouver à table pour partager justement ce patrimoine qui fait la valeur et le caractère de nos régions. Bravo à eux. Salut à vous. La galinette à sa façon. Alors la galinette, comment ça s'ouvre? Ah, non, ça ne marche pas comme ça du tout. Je renverse pour que ça s'égoutte. Oh, j'ai bien renversé. Tu vois, je suis très douée. Prends-toi un thon et largue ton canon. Fais pas ton bouffon. Prends-toi un thon.